Bonsoir, Jean-Dominique Michel. Bonsoir, Amandine Et Hinnekens, c'est voilà, ça? tout à fait. Et merci d'être avec nous sur BAM Belgium Alternative Média. Oh, bah, c'est vraiment une des choses. BAM est un média absolument remarquable que j'encourage et que j'apprécie énormément. Donc, c'est un plaisir de contribuer modestement à votre succès. Ben, merci, ça fait plaisir, surtout en ce moment. Ah, c'est Merci sincère. beaucoup. Merci. Mhm. Euh, alors, Jean-Dominique Michel, en tant qu'anthropologue, est-ce que pour vous, cette histoire marquera un tournant historique? Ah, assurément, assurément. C'est une singularité au sens presque physique du terme, c'est-à-dire un moment sans précédent dans l'histoire. Il n'y a pas de référentiel auquel on puisse s'accrocher pour essayer de comprendre dans quelle direction on va et ce qui est en train de se jouer. Et puis, on sent bien aussi que c'est un moment charnière dans une civilisation qui, à la fois, connaît une mutation, et le philosophe Michel Serres nous avait averti il y a quelques années qu'on se dirigeait vers un changement de monde. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques seuils dans l'histoire de l'humanité où, à la faveur notamment de bouleversements technologiques comme l'invention de l'écriture ou la découverte de l'agriculture, tous les systèmes sociétaux ont été bouleversés de fond en comble en quelques décennies, donc sur un temps extrêmement bref, et lui pressentait qu'à la faveur de l'évolution notamment du numérique, on allait dans cette direction. Et puis avec cette question lancinante qui est que on sait ce qui est en train de s'effondrer, mais on ne sait pas ce par quoi ça sera remplacé. Et puis, comme il y a malgré tout un certain nombre de groupes qui semblent avoir des desseins un peu malveillants ou obscurs et qui participent activement à cette histoire, il y a quand même un enjeu sous-jacent qui est celui de notre liberté, de notre émancipation, de notre dignité et de notre préservation de valeurs humanistes qui, effectivement, ont cheminé avec nous pendant quelques siècles et quelques décennies, mais qui aujourd'hui sont en péril. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et justement, du coup, est-ce que l'homme a encore réussi à vous étonner? Que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, d'ailleurs. L'homme, pas tellement, la femme plus. Ah oui? Euh, Forcément, non, c'est une boutade. L'être humain, oui, une caractéristique évidente pour moi à ce stade de ma pratique de l'anthropologie, c'est que c'est un projet en devenir, un work in progress. Mhm. Nous sommes la seule espèce qui est capable non seulement de bouleverser ses conditions d'existence, mais aussi, à la faveur des changements que nous imprimons sur notre environnement, notre neurologie change aussi. Donc le cerveau n'arrête pas d'évoluer. Une chose que très peu de gens savent, mais Michel Serres était au courant, c'est par exemple que la lecture mentalisée, donc le fait de lire en silence, c'est quelque chose qui est apparu au 8e siècle. Avant le 8e siècle, tous les êtres humains, même seuls, lisaient à voix Ah haute. oui. D'accord. Donc c'était une compétence neurologique qui n'existait pas, et en fait c'est dans les monastères, la lectio divina, où chaque moine devait lire les Écritures à certains moments de la journée, ça n'allait pas si tous lisaient à voix haute, donc le volume s'est réduit. À un moment donné, on est passé au discours silencieux ou à la lecture silencieuse, et donc ça a été une innovation technologique. Et Michel Serres, pour me référer encore à lui, avait écrit ce livre magnifique, Petite poussette, pour parler de la manière dont on utilise les écrans Ah, avec nos oui. pouces. Et on est déjà en train de voir que toute cette ère du numérique est en train de transformer nos habitudes de lecture. Je ne sais pas si si vous observez ce phénomène, mais je sais en ce qui me concerne, je lis beaucoup de choses sur écran, et quand tout d'un coup je passe à un livre, je sens qu'il faut donner un petit coup de pouce à mon cerveau pour lui faire comprendre qu'il n'est plus en train de balayer les écrans pour trouver quelques mots, mais qu'il est dans un discours qui se déploie comme un fleuve, etc. Et donc, on a cette boucle cybernétique, si vous voulez, entre l'expérience qu'on génère en transformant notre environnement et nos ressources neurologiques. Et donc, on est face aujourd'hui à un seuil dans cette évolution, mais avec une question encore plus fondamentale ou lancinante en tant qu'espèce, qui est: allons-nous enfin parvenir à nous humaniser? Oui. Parce qu'on a en nous toute cette aspiration à des valeurs d'humanité, notamment dans nos relations les uns avec les autres. Et si on regarde l'histoire telle qu'elle s'est déroulée au cours des derniers millénaires, c'est pas très humain. C'est assez barbare, c'est assez fait de violence, de projection, de déni, voilà, d'atavisme extrêmement compliqué. Et je pense qu'au fond, notamment si nous voulons éviter de produire notre propre extinction en tant qu'espèce, il y a une urgence à nous humaniser et à construire ensemble une réalité collective qui soit digne de nous, qui soit digne de nos aspirations les plus profondes,
ce que le modèle de société consumériste technologique actuel ne satisfait que très modérément. Mais justement, comme vous dites, on s'adapte trop bien peut-être. C'est pas ça le danger? Bien sûr, bien Parce sûr. qu'alors Et on ne change plus rien et on ne fait plus attention à ce qui nous arrive. beaucoup de personnes considèrent qu'on est dans une forme de décadence ou de déliquescence. On voit que l'éducation recule, le quotient intellectuel recule, la pensée complexe recule. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui se détériorent. En même temps, il y a aussi des émergences qui sont intéressantes. Moi, je suis très intéressé par le choc générationnel. Mhm, Parce qu'au fond, les personnes de moins de 30 ans aujourd'hui sont extrêmement pauvres. La mhm, richesse est du côté des vieux et des fonds de pension. Ils ont peu d'espoir ou d'espérance, il y a peu de débouchés, la vie est précaire pour eux. Et finalement, ils subissent les scories de ce que ma génération et les générations précédentes ont produit de manière relativement irresponsable. Mais jusqu'à quand seront-ils d'accord de le supporter? Et à quel moment prendront-ils le pouvoir en disant à ma génération, voilà, vous avez quand même remarquablement merdé, vous n'avez pas été capable de construire un monde dans lequel il fasse bon vivre et dans lequel il soit mhm. désirable de s'inscrire, vous êtes bien gentil, mais arrêtez de nous dire comment vivre et ce qui est important et de rester au pouvoir. Laissez-nous la place pour que nous créions quelque chose de nouveau. J'aurais une espérance en ce sens, mais c'est vrai que la jeunesse est malheureusement très docile, très soumise. Elle semble très, ouais, à la fois euh, empreinte de culpabilisation. On l'a fait culpabiliser pour tout et Ouais. rien, là où il devrait juste nous envoyer péter, mais on dire, mais allez vous faire foutre, laissez-nous vivre et dégager le plancher. Oui, là, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. On est dans une tension, Ouais, il n'y a pas encore ouais. d'émergence. Mais le grand sociologue Michel Maffezoli pense qu'on se dirige du fait de la stupidité du système en place. Lui, il pense qu'au fond, on est dans un baroud d'honneur des élites installées, qui sont des élites fallacieuses. C'est-à-dire que ce pas des vraies élites. Les vraies Ouais. élites sont au service de la collectivité et de la communauté. Mhm. Elles tirent le collectif Ouais. vers quelque chose de noble et d'élevé. Nos élites, aujourd'hui, c'est plus ça. C'est des profiteurs, c'est des cyniques, c'est des malhonnêtes, c'est des corrompus. Et donc, il est grand temps qu'ils débarrassent le plancher, mais évidemment qu'ils s'accrochent. Et donc, le professeur Maffezoli pense qu'on est dans un baroud d'honneur de ce vieux monde, mais qu'il va y avoir une ère des soulèvements qui va restaurer du communautaire, du tribal, et faire place nette pour donner naissance, espérons-le, à un nouveau monde. Mais vous croyez encore en l'homme? Vous le croyez C'est une capable très bonne question. Vous de savez, réussir, de s'en un, sortir, de... un des grands mystiques catholiques du XXe siècle, Maurice Zindel, répondait toujours à la question croyez-vous en Dieu? Non, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est croyez-vous en l'homme? Oui. Croyez-vous que cette part en nous qui est capable de noblesse, qui est capable de dignité, qui est capable d'abnégation, qui est capable de dépassement de soi, qui est capable de sacrifice au Mhm, service d'une cause noble, mhm. ce qui fait que normalement n'importe quel parent serait susceptible de se sacrifier pour ses enfants. Vous voyez, cette valeur essentielle d'humanité, est-ce que nous pouvons encore croire que malgré toutes les déceptions que notre espèce nous inflige à répétition, et qu'on s'inflige souvent à soi-même, on est souvent déçu de soi aussi, vous voyez, entre ce à quoi qu'on aspirerait à pouvoir vivre et le réel de ce que nous vivons au quotidien, il y a souvent Mhm. un fossé un peu douloureux. Mais donc, je crois que c'est tout l'enjeu et que, au moins, c'est le grand intérêt de cette aventure. Moi, je ne sais pas si je suis optimiste ou pessimiste. La neuropsychologie, vous savez, a répondu à cette question, est-ce qu'il vaut mieux pour être en bonne santé être plutôt optimiste ou plutôt pessimiste? Vous diriez quoi, Amandine? Je connais la réponse, je vous Voilà, vous écoute. m'avez C'est écouté. La évidemment. plupart des gens diraient optimiste. Eh Et ben non. oui, mais non, Eh ben non, c'est légèrement pessimiste. exactement. C'est Et je très trouve que juste. c'est une très bonne posture. C'est une très bonne posture Oui. et la situation actuelle me rend légèrement pessimiste, Mhm. mais ça n'obère pas mon désir de me battre pour quelque chose qui me semble en valoir la peine et notamment en réponse à cette brutalité, à cette violence, à cette maltraitance que nous subissons depuis 15 mois qui est abominable. Quand on pense qu'on a fait subir aux enfants, mais c'est criminel, c'est monstrueux, c'est d'une inhumanité dans un système technique un peu comme le nazisme était monstrueux. Mhm. Contrairement à ce que beaucoup de gens ont cru, le nazisme n'était pas du coup quelque chose de pulsionnel.
C'est pas qu'on se défoulait sur les Juifs comme dans des pogroms. C'était un système industriel d'extermination où chacun remplissait sa petite place docilement avant de rentrer à la maison, se faire à manger ou regarder la télé. Enfin, il n'y a pas de télé à l'époque, mais vous voyez l'idée. Et donc, c'était un système qui s'est déshumanisé au point de ne plus pouvoir traiter les êtres humains comme des êtres humains. Et notamment, je suis bouleversé par les suicides d'enfants qu'on observe ces temps-ci, qui sont des choses qu'on n'a jamais observées jusqu'à aujourd'hui, des enfants de 6 ans qui se pendent parce qu'ils ne veulent plus vivre dans ce monde-là. Et comme je l'ai déjà dit, le pire, c'est que quelque part, ils ont raison. Bien sûr, oui, bah oui. Et, voyez, et ça, moi, voilà, ça me révolte tellement qu'évidemment ça ravive en permanence ma flamme pour ne pas me résigner à ce devenir-là. Mais qu'il est difficile de trouver juste une intelligence collective qui soit sensible à ces réalités. Les gens, bon, ils ont été très, très... il y a une espèce d'état de choc, il y a une espèce d'état de stress post-traumatique chez l'immense majorité des gens qui font qu'ils ne réfléchissent plus, ils ne ressentent plus, ils ne vivent plus quelque part. Et ça, c'est une très, très lourde responsabilité de ceux qui nous ont contraints dans cette direction. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire que finalement, est-ce qu'on évolue encore? Est-ce qu'on parle de l'évolution de l'homme, mais on se pose des questions quand même? Et oui, J'ai assez l'impression, là. j'ai Oui, l'impression je que vous en prie. la société évolue peut-être, on va vers l'informatique, la robotique, alors c'est une sorte d'évolution, bon. Mais nous, l'homme, Je le dis souvent, c'est qu'avant de penser à l'intelligence artificielle, peut-être commencer par essayer de par produire la une sienne, intelligence humaine. Oui, une intelligence humaine. bien Et puis sûr. en même temps, de manière paradoxale, j'ai envie de vous renvoyer, le potentiel d'évolution inclut un potentiel d'involution. C'est précisément parce que nous sommes capables d'évoluer que nous sommes aussi capables de régresser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même fonctionnalité, mais qui, dans un sens, est tournée vers le devenir désirable, et dans l'autre est tournée vers le repli sur soi, apeuré ou lâche, qui est ce qui prévaut à l'heure actuelle. Et pour moi, la plus grande faillite, tenez, c'est intéressant, de la période qu'on vient de traverser, c'est la faillite des élites et des corps constitués. Que la population désinformée par les autres médias, et en Belgique, la RTBF a été odieuse, mais odieuse dans la maltraitance qu'elle a infligée à la population. Que la population qui subit ça soit tétanisée, ma foi, ça se laisse comprendre, c'est presque mécanique. Par contre, que les corps constitués, que les médecins qui sont censés avoir une éthique, qui sont censés avoir une compréhension de ce que c'est la santé humaine, marchent dans des combines aussi effroyables que celles qu'on est en train de vivre, notamment l'imposition d'une expérimentation hyper dangereuse, que tout le droit de la santé, les conventions internationales, le code de Nuremberg prohibent de la manière la plus ferme qui soit, là on est dans un désastre. Et puis, dans une version plutôt optimiste, est-ce que cet effondrement de ces corps constitués n'a pas aussi vocation à débarrasser le plancher? C'est-à-dire que si on se projette dans un futur désirable pour vous et moi, ou dans quelques mois ou quelques années ou quelques décennies, on se rend compte à quel point on a foiré et qu'on a fait des choses monstrueuses, ça veut dire que l'immense majorité des médecins devraient être interdits de pratique à tout jamais, à vie, s'ils ont osé participer à des choses aussi criminelles que ce dans quoi les ordres des médecins sont dans tous nos pays. Donc, ça va aussi, par hypothèse, si les choses finissent par tourner dans la bonne direction, faire une place nette absolument extraordinaire. Et ça, évidemment, c'est le petit carré d'espérance que je garde bien tapis au fond de mon cœur, comme un carré de chocolat belge ou suisse. Et le belge est même meilleur que le suisse. Je m'en suis rendu compte une fois, ça a été un grand choc. Merci de le dire. Il est plus subtil, C'est vrai? moins sucré et laiteux, il est beaucoup plus fin. Ouais, ouais. Ah bah ça, on va être content. On va être content, nous les Belges. Merci. Je vous Ah en bah prie. alors, on va finir là-dessus. C'est beaucoup trop beau, beaucoup trop mignon. Merci en tout cas, Merci à vous, Jean-Dominique Michel. Amandine. Et bonne Merci beaucoup. continuation. Vive BAM et vive tout ce qui fait vivre l'espérance pour un futur désirable. Eh bien, et vous aussi, parce qu'on est avec vous. Bon courage. Merci.